Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, il est 8h34, vous voulez savoir, alors parlons vrai avec Manuel Valls, ancien Premier ministre. Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je voulais commencer, avant de parler des législatives, avec le décès de Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, ancien président du Conseil constitutionnel. Moi, je me souviens d'une interview que j'avais faite avec lui, avec Roland Dumas, c'était sur RMC, il y a maintenant quelques années. Et il avait parlé de vous d'une manière assez contestable, c'est le moins qu'on puisse dire. Manuel Valls est sous influence juive, avait-il dit. Vous vous souvenez de cela ? Oh oui, très bien, Jean-Jacques Bourdin, je me souviens très bien. Roland Dumas a eu une vie, il faut toujours, évidemment, face à la mort, avoir une pensée pour les siens, pour ses proches. Une vie presque romanesque. Fils d'un résistant fusillé par les Allemands, lui-même très jeune résistant, puis la carrière politique et d'avocat que l'on sait. Mais au-delà des problèmes de corruption qui l'ont concerné, ces mots qui ont été les siens, me concernant, j'étais sous influence juive à cause de ma femme de l'époque. Ce sont des propos évidemment profondément antisémites. Et quel naufrage, au fond. Quel naufrage, cet ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, cet ancien président du Conseil constitutionnel, terminé ainsi. On me montrait hier une photo de lui avec Dieudonné, Soral. Voilà, il a terminé comme ça. Il a terminé comme ça. Une partie de la gauche, d'ailleurs, qui a sombré dans la haine des Juifs, dans l'antisémitisme, dans ses liens aussi avec la Syrie. Les époques n'ont donc pas tellement changé. Non, parce qu'il y a toujours quelque chose de rance. L'antisémitisme rôde toujours. C'est un révélateur. Et ce qui se passe depuis le 7 octobre, les attaques du Hamas, la vague antisémite, et moi je préfère dire malheureusement, je dis avec beaucoup de gravité, la vague contre les Juifs, la haine contre les Juifs et contre Israël, révèle aussi les personnalités, ce que sont des formations politiques, quelque chose de rance parfois dans notre pays, et Roland Dumas portait ça depuis très longtemps. Est-ce que le Rassemblement national est resté en partie dans cette haine des Juifs? Vous savez, il y a eu un fait majeur, c'est la manifestation du 12 novembre, contre l'antisémitisme et pour la République, convoquée par le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, manifestation à laquelle les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont participé, plusieurs anciens premiers ministres dont j'étais, et pour la première fois, peut-être depuis au fond l'affaire Dreyfus, dans une grande manifestation contre l'antisémitisme, le Rassemblement national, ou l'extrême droite, ou le national-populisme, en tout cas Marine Le Pen et Jordan Bardella y étaient présents, et une partie de la gauche, pas toute, socialistes, communistes y étaient, écologistes aussi, mais la France insoumise, des syndicats de gauche n'y étaient pas, et la France insoumise expliquait qu'on ne pouvait pas participer à une manifestation parce qu'il était en faveur de ceux qui massacraient les Palestiniens à Gaza. Et c'est un fait politique, culturel, sociologique, anthropologique d'une certaine manière, qui dit beaucoup des changements qu'il y a eu dans notre pays. Et force est de constater, peut-être pour des raisons tactiques, peut-être parce qu'il y a aussi une manière de faire passer un message contre les musulmans, que sais-je, mais que le Rassemblement national a pris, avec Marine Le Pen, des positions claires sur ce sujet-là. Cependant, il y a plusieurs... Même certains candidats... Cependant, il y a plusieurs dizaines de candidats, poutinistes, complotistes, anti-vax, etc., et plusieurs dizaines de candidats dont nous connaissons les pédigrés antisémites, proche précisément d'Alain Soral, ce néo-nazi qui a autant compté au sein du Front National. Donc il y a aussi tous ces relents, toute cette ambiguïté, tous ces racines, même si évidemment, moi je constate les évolutions, je fais attention à ce que je dis, je respecte les électeurs, je sais pourquoi ils ont voté pour le Rassemblement national, à cause des problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, de services publics. Mais il faut quand même rappeler aussi ce qu'est le Rassemblement national. Aujourd'hui, LFI pourrait dire que vous êtes sous influence juive. Pensez qu'LFI pourrait le dire. Et le dit d'ailleurs. D'une certaine manière. Il le dit. Vous savez, quand vous avez des candidats de LFI qui parlent du sioniste Glucksmann,
Oui. Bon, je veux dire, ou qui considèrent que ceux qui s'opposent ou qui rappellent ce qu'a été l'horreur du 7 octobre dernier, oui, ou quand je vois une humoriste pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Blanche Gardin, oui, qui explique une autre humoriste, Sophia Aram, est islamophobe, parce qu'elle demande, en plus des condamnations vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza et des bombardements israéliens, je la cite, il faut aussi parler des massacres du 7 octobre et des otages, et qu'elle la traite de islamophobe. On voit bien qu'il y a ceux qui veulent remplacer déjà sur la scène publique Dieudonné. Donc il y a dans la gauche politique, médiatique, intellectuelle, oui, il y a malheureusement, j'y reviens, cette utilisation de l'antisémitisme. Au fond, ce que moi je ne pardonne pas à la France insoumise, c'est d'avoir remis pour la première fois depuis l'affaire Dreyfus, pendant notamment la campagne des européennes, le juif au cœur de la campagne électorale. Et ça, c'est pour moi un déchirement. On peut avoir évidemment des accords profonds sur la politique économique, sociale, sur la sécurité, l'immigration. Mais là, faire du juif le punching ball d'une campagne électorale au nom du soutien à la Palestine, c'est insupportable. C'est quelque chose. Le mot est faible. C'est une faute politique morale. Qui confirme ce que j'avais dit il y a quelques années, malheureusement, qu'il y a évidemment des gauches irréconciliables. Bien, Vladimir Poutine, par la voie officielle, je dis bien officielle, du ministère russe des Affaires étrangères, apporte son soutien au Rassemblement national pour dimanche. La Russie s'implique dans la politique intérieure française. Est-ce que vous êtes étonné ? Non, pas vraiment, parce que précisément, dans ce débat des élections législatives, on parle peu de politique étrangère. Oui. D'ailleurs, y compris le sujet de l'Ukraine a été assez absent des élections européennes. Et pourtant, c'est là où la guerre sévit toujours. Il y a la guerre, il y a des morts. Meurent et des civils meurent. Et le destin de l'Ukraine, nation, ce pays démocratique, qui doit entrer, je l'espère, un jour dans l'Union européenne et dans l'Alliance Atlantique, nous concerne directement. C'est une partie de notre destin, comme Européens et démocrates, qui s'y joue aussi là-bas. Et nous connaissons depuis longtemps les liens politiques, financiers, stratégiques entre l'extrême droite européenne, pas toute, mais l'extrême droite européenne, le national-populisme européen, celui donc aussi du Rassemblement national, avec la Russie. Et même s'ils ont mis là aussi de l'eau dans leur vin, on voit bien, y compris à travers leurs candidats, bonne dizaine de candidats du RN très liés à la Russie. L'avocat Pierre Gentillet, par exemple. Et il y en a d'autres, pas tous les citer, sinon vous serez obligé de rééquilibrer dans les temps de parole. Vous voyez bien qu'il y a ces liens. Et donc, d'une certaine manière, la Russie le rappelle. Au moins, ça permet une clarification et des explications. Et moi, je n'oublie pas d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, quand il s'agit de soutenir l'Ukraine, manque et LFI et le RN. Ils ont eu aussi parfois les mêmes positions, par exemple, sur le soutien à Bachar, ou dans l'absence de condamnation des massacres en Syrie. Bien, Manuel Valls, le nombre de triangulaires beaucoup plus bas pour dimanche, après les désistements, après les retraits, est-ce, selon vous, un handicap ou un atout pour le Rassemblement national ? Mais c'est aux Français de décider, Jean-Jacques Bourdin. Là maintenant, personne n'est propriétaire. Non, et les Français sont... Je rappelle toujours cette phrase de Michel Rocard, les Français sont d'une intelligence confondante. Ils nous décryptent très bien le système politique, médiatique, ils vont choisir dimanche. Et puis nous sommes dans un système à 2 tours, avec la possibilité ou non de se maintenir. Les formations politiques, les candidats prennent des décisions. Et ils ont le droit de le faire tout de même. Et puis après, les électeurs décident en toute conscience. Oui, mais les électeurs parfois ne comprennent pas certains retraits ou certains désistements. Par exemple, le candidat Horizon en Seine-Maritime qui se retire et laisse Alma Dufour, LFI, affronter le RN. Alma Dufour qui a qualifié Israël d'assassin. Que feriez-vous si vous étiez dans la configuration Alma Dufour d'un côté et Rassemblement national de l'autre ? Moi, j'ai pas changé de ligne
avant le premier tour et après le premier tour. Oui. Donc, j'ai toujours dit, j'avais signé une tribune avec Bernard Cazeneuve, avec Françoise Imray, avec Elisabeth Badinter et d'autres. J'avais dit, et nous avions écrit, ni RN, ni LFI. Donc, dans ce cas de figure, je voterai blanc. Je voterai... Serge Klarsfeld voterait RN face à un candidat LFI. Je le voterai. Moi, ma ligne, c'est ni RN, pour les raisons, je crois, claires, mon combat contre l'extrême droite, ni LFI. J'étais assez clair il y a un instant en répondant à vos questions sur ce sujet. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre le RN avec un parti antisémite ou qui a propagé la haine des Juifs et d'Israël. Pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire, moi, je comprends la peur vis-à-vis du RN. Je combats le RN beaucoup d'abord sur son programme économique, il ne me paraît pas sérieux, le fait qu'ils ne sont pas préparés, ça se voit à travers les candidats, ses positions sur l'Ukraine ou sur l'Europe en général, ses ambiguïtés, si je puis dire, sur la binationalité. Un des députés qui va être réélu, sans doute, a expliqué que moi, j'aurais pas dû être Premier ministre puisque j'avais été naturalisé à l'âge de 20 ans, donc une conception de ce qu'est la France, le droit du sol, qui évidemment sont opposés à mes conceptions républicaines, mais je peux pas combattre le RN, je ne pourrais pas combattre le RN, et, me regardant dans la glace, en votant pour un parti et des candidats qui ont eu une ligne, qui ne sont pas désolidarisés d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon depuis dimanche, qui a propagé la haine. Quand le RN vous accuse d'être un binational, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RN vous accuse de ne pas aimer la France, de ne pas aimer ce pays. On voit bien que vous avez dirigé, je le rappelle. Oui, j'étais ministre de l'Intérieur, Premier ministre, et avant député et maire, donc assumant des responsabilités, et j'aime profondément mon pays, et j'ai appris en plus à devenir français grâce à mes parents, grâce à l'école publique, à l'école de la République, et grâce aussi à mon engagement politique. Et donc, ce qui est insupportable, et on le voit bien du Rassemblement National, la proposition très étrange d'ailleurs de Jordan Bardella sur le fait qu'un certain nombre de postes ne pourraient pas être assumés par des binationaux. On cherche toujours à classifier des Français, alors qu'il y a de vrais Français, sans être binationaux, qui ont trahi la France. Ou tous ceux qui aujourd'hui soutiennent encore Poutine. Bon, bref, donc quand on rentre dans ce débat, quand on cherche à trier les Français en fonction de leur origine, on rentre là dans un marécage qui me paraît dangereux. Que pourra faire le président de la République les jours suivant l'élection de dimanche? Que pourra-t-il faire? Il y a les Jeux Olympiques qui se profilent, trêve olympique. Est-ce qu'il doit décréter politiquement une trêve olympique? D'abord, il doit prendre acte. Oui. C'est lui-même qui a voulu cette dissolution. Les Français sont venus... Et ne pas s'exprimer dès dimanche soir et ne pas intervenir. Les Français ont voté une première fois. Oui. Nombreux. On verra dimanche. En tout cas, c'est une élection démocratique, pleinement. Et il président de la République, comme chacun d'entre nous, bien sûr. Mais lui d'abord, parce qu'il est garant des institutions et de l'unité du pays, doit prendre acte des résultats. Il y a deux scénarios, nous les connaissons, ou la majorité absolue pour le Rassemblement National, et donc il y aura une cohabitation, sans doute dure, tendue, mais on sait bien, la cohabitation, c'est le Premier ministre doit pouvoir gouverner, il s'appuie sur une majorité à l'Assemblée nationale, et en même temps, le Premier ministre et l'Assemblée nationale doivent respecter les prérogatives, les compétences. Il dirige les armées? Oui, bien sûr. Le président de la République en matière de politique étrangère, de défense, de nomination, mais parce qu'il est aussi garant des institutions, de la séparation des pouvoirs, l'unité de la nation, a beaucoup de pouvoir. Donc on trouvera, il n'y a pas d'autre choix, de trouver cet équilibre. Je suis toujours inquiet d'ailleurs quand je vois déjà l'idée que le président de la République devrait démissionner, ou que on accuse déjà le Conseil constitutionnel de je ne sais quoi. Il ne démissionnera pas. Non, et pourquoi provoquerait-il, alors j'allais dire, une autre crise politique, encore une davantage. En plus, tout ça ne change rien, puisque cette Assemblée, qui va être élue définitivement dimanche soir, ne peut pas être dissoute avant juillet prochain, avant juillet 2025, pour être précis. L'autre scénario, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a pas même de majorité.
eh ben alors, il faudra être inventif, il faudra trouver des solutions. Évidemment, moi qui suis très attaché aux institutions de la Ve République, au système majoritaire, je vois ça avec un peu d'inquiétude. Il peut y avoir de l'instabilité et du chaos. Je suis inquiet pour la situation économique et surtout sur notre capacité à faire des réformes nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup politique là, mais il faut répondre aux attentes des Français. Enfin, ils ont quand même délivré des messages sur le pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité et d'autorité, sur la lutte contre l'immigration clandestine, sur la lutte contre l'islamisme. Tout ça sont des sujets. Il y a vraiment, on ne peut pas arrêter la politique contre les effets du réchauffement climatique. Et puis les Français sont inquiets sur l'état de nos services publics, la santé, l'école, etc. Bon, donc il faut être capable de réformer. On ne peut pas pendant un an rester uniquement à ne rien faire. Donc il faudra être inventif et trouver les coalitions, soit une coalition vraie, écrite, un programme de législature, soit projet par projet, pour avancer. On n'a pas d'autre choix. Il faut réformer. Il faut traiter la question. Il y a un budget, non ? À l'automne. Comment on réduit les déficits publics, la dette, comment on soutient toujours l'activité économique. Donc sur toutes ces questions-là, il faudra, j'aime bien l'expression de Xavier Bertrand, trouver des hommes, des femmes de bonne volonté à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République devra, dans cette hypothèse-là, attendre que l'Assemblée nationale se mette en place et soit capable elle-même, je l'espère, parce qu'il faudra beaucoup de responsabilité des uns et des autres, une certaine vision. La France, il faut faire attention, les Français ont voté et auront choisi de ne pas donner, dans cette hypothèse-là, une majorité aux uns et aux autres. Donc il faudra être intelligent sur un chemin de crête. Il y a un risque de il y a des risques de blocage, de chaos. Oui. Est-ce qu'il y a un risque Oui, parce qu'on voit que des deux côtés de l'échiquier politique, mais il faudra que ceux qui... Moi, je n'accuse personne de ce point de vue-là, que tous ceux qui aiment ce pays sont des patriotes et ne peuvent pas accepter le blocage et savent surtout qu'il faut répondre aux attentes des Français. C'est ça qui doit nous guider, pas la politique politicienne, pas la tambouille. Il faut vraiment répondre aux problèmes des Français. Donc, il va falloir faire preuve d'un très haut niveau de responsabilité. Jean-Luc Mélenchon les uns et les a encore autres. décidé de s'exprimer ce soir. Il parle beaucoup de s'exprimer ce soir sur TF1. Il ne veut pas de tout ça, il ne veut pas de compromis, il ne veut pas de solution apaisée. Est-ce que lui joue une forme de chaos en pensant uniquement à 2027. Lui, d'abord, il a joué, ça s'est encore vu dimanche dernier, quand il est apparu à 20h02, avec Rima Hassan, cet eurodéputé qui portait un kéfier palestinien. On a bien compris que ce qu'il souhaite, c'est la victoire du RN. En tout cas, ce qu'il espère, c'est le chaos, pour que lui, le révolutionnaire, puisse enfin accomplir son destin en 2027, avant ou après. Mais de la même manière que lui et ses amis, tous d'ailleurs, soutenaient les émeutes qu'on a tous oubliées d'il y a un an, mais qui ont marqué profondément les Français. Lui et certains de ses amis qui expliquent que la police tue, et que c'est même amusant de parler ainsi. Bon, donc, oui, lui veut le chaos, bien évidemment. Mais il aura beaucoup de députés LFI qui vont peser, qui peuvent peser dans le cas d'une motion de censure, qui peuvent bloquer le système. Donc tous les autres devront trouver les voies, moi je l'espère, d'un accord. Mais ça peut pas être un accord à minima. C'est ça, au fond, la vraie crainte des conséquences de cette dissolution, c'est soit une majorité absolue RN, soit l'accord à minima qui ne permet pas d'avancer et de répondre aux attentes des Français. Donc moi j'espère que chez les Républicains, chez les socialistes, chez les écologistes, chez les communistes, évidemment chez les députés de la majorité sortante, d'ensemble, il y aura suffisamment de force, de patriotisme, de certaines idées de ce qu'est l'intérêt général pour avancer. Et de toute façon, Jean-Jacques Bourdin, il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas dissoudre et il n'y a pas une troisième voie. Bon, donc, si c'est cela, et moi je crois, c'est ce que disent les sondages, mais soyons prudents, on verra ce que disent les Français, si c'est cela qui se dégage dimanche soir, c'est-à-dire aucune majorité, il faudra trouver le chemin d'un travail commun pour l'intérêt général. La campagne électorale s'est durcie ces derniers jours. Prisca Thévenot, candidate près de Paris, à Meudon, et sa suppléante ont été agressées par une vingtaine de personnes lors d'un collage d'affiches à Meudon, qui est dans la banlieue parisienne, à tout près. Manuel Valls, ça se durcit ? Vous sentez qu'il y a un climat assez particulier. Ce qui m'a inquiété, moi, de la dissolution annoncée dans ces conditions, c'est que elle libère, au fond, des pulsions.
Et parmi ces pulsions... Vous sentez ça, vous sentez qu'elle a libéré des pulsions. Il y a le racisme, il y a l'antisémitisme, et il y a aussi la violence. La démocratie, elle vise précisément à régler les conflits dans le débat, qui peut être dur. J'en sais quelque chose, mais en même temps, c'est un débat démocratique. Et moi, j'apporte mon soutien, au fond, à tous ceux et à toutes celles qui sont agressés. Il y a la ministre porte-parole, il y a candidate du Rassemblement national. Il ne peut pas y avoir la moindre violence physique qui se libère aussi à cause d'une violence verbale. Nous connaissons sur les réseaux sociaux essentiellement ces espèces de pulsions, on dit ce qu'on pense, le pire, de manière anonyme d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, et il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait cette violence. Donc il faut que chacun d'entre nous soit extrêmement attentif, et que notamment la police et la justice passent derrière, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait de la violence à l'égard de candidats ou de candidates, quel que soit leur bord, dans cette campagne. Vous auriez envie de jouer un rôle dans une coalition, quelle qu'elle soit, Manuel Valls? Moi, un rôle actif, je parle actif. Moi, je me suis beaucoup exprimé. Oui, à votre micro, Jean-Jacques Bourdin, depuis notamment le 7 octobre, parce qu'au fond, sur les risques de l'islamisme, la montée de l'antisémitisme, les gauches irréconciliables, une certaine idée de la République, peut-être que des gens pensaient que j'avais pas eu totalement tort avant dans mes expressions. Mais je pense très honnêtement que dans la phase qui va s'ouvrir, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement, parce que le Sénat aura aussi son rôle à jouer, mais c'est l'Assemblée nationale et les députés qui ont un rôle très important. Donc c'est pas le moment de se pousser du col, c'est au groupe parlementaire, aux députés. C'est ça, hein, la Ve République, elle est plus équilibrée de ce qu'on croit. Je pense que l'Assemblée nationale et le gouvernement, et notamment le Premier ministre, doivent retrouver un rôle qui a été un peu effacé depuis le départ d'Édouard Philippe de Matignon. Je pense que le président de la République doit être plus respectueux de l'équilibre des institutions. Au fond, il doit revenir à l'esprit des institutions de la Ve République. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a un rôle, comme le Parlement, le peuple aussi, qui doit être consulté davantage par référendum. Donc il faut revenir à cet esprit. C'est important parce que, on le dit toujours, attention à la prochaine fois. Les Français font passer des messages. Donc il faut entendre ce message. Le président de la République a voulu cette dissolution, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça y est. Hein, les Français ont voté, ils vont encore voter dimanche. Donc, laissons l'Assemblée nationale jouer son rôle, et laissons aussi au président de la République, la Constitution évidemment le prévoit, jouer le sien. Il en va de l'intérêt de notre pays. Merci Manuel Valls d'être venu nous voir ce matin. Vous voulez réagir, ce n'est pas compliqué. Vous savez qu'entre 9h et 10h, nous allons vous donner la parole, comme tous les jours, 0826 300 300. Vous venez, nous aurons deux spécialistes des sondages, des études d'opinion à 3 jours de ce second tour des législatives. Il est 8h57. Merci, à tout de suite.